Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter le travail que nous avons mené dans le cadre de l'étude MT-DEPI-CA, que j'ai présenté dans le cadre de ma thèse que j'ai soutenue en mai, qui était intitulée Impact de la relance par le médecin traitant sur les dépistages organisés des cancers des patients réfractaires via l'évaluation d'un outil de rappel informatique. La session est enregistrée, donc vous pourrez la revisualiser a posteriori en replay. Et n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez dans le chat, j'y répondrai à la fin. Alors, diapo suivante. Donc, pour cela, on va suivre le plan suivant avec l'introduction par rapport au sujet, le matériel et méthodes de l'étude, les résultats, la discussion et enfin la conclusion. Diapo suivante. De nos jours, les tumeurs représentent la première cause de décès. L'objectif du dépistage est de diagnostiquer le cancer à un stade précoce, avant l'apparition des symptômes, afin de mieux le soigner et d'en limiter les séquelles ainsi que celles des traitements. Il n'est pas encore possible de dépister tous les types de cancers, seulement 3 sont accessibles à un programme de dépistage organisé. Il faut passer les diapos. Là, il y a le cancer colorectal, le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. À noter, le cancer du poumon fait l'objet d'un programme pilote d'envergure nationale depuis l'année 2025 qui pourrait déboucher sur un déploiement effectif du dépistage organisé en France à l'horizon 2030-2035. On peut passer la diapo. Concernant les taux de participation au dépistage, pour le cancer colorectal, nous ne sommes pas très bons. On peut passer la diapo. La participation de la population cible était de 29,6% en 2023-2024, stable depuis 2020. Les taux en région PACA restent bas en comparaison au reste de la France. Des objectifs de participation ont été fixés par les institutions de l'Union européenne qui estiment que pour observer un réel impact sur la morbimortalité, le taux de participation devrait être de 65%, mais serait déjà acceptable au-delà de 45%. Merci. Pour le cancer du sein, la participation de la population cible est estimée à 46,3%, avec une tendance à la baisse des participations dans toutes les tranches d'âge. En PACA, le taux de participation est de 36,2%, ce qui en fait l'un des taux les plus bas après la Guyane et la Corse. Des objectifs de participation ont été fixés à 75%, avec un taux acceptable au-delà de 70%. Enfin, on peut passer la diapo. Enfin, le cancer du col de l'utérus est considéré comme évitable par l'OMS grâce à 2 leviers complémentaires, la vaccination contre les papillomavirus humains et le dépistage régulier. Le taux de participation au dépistage en 2020-2022 était de 59,5%. La région PACA se classe parmi les moins bons élèves avec une tendance à la baisse des participations. Et cette situation est d'autant plus préoccupante que l'incidence de ce cancer est plus élevée en PACA que dans les autres régions de France. Nous sommes ici aussi encore loin de l'objectif fixé par les institutions de l'Union européenne, qui est de 85% avec un taux de participation acceptable au-delà de 70%. Ces chiffres montrent qu'il reste encore une marge de progression importante pour améliorer la participation au dépistage en France. On peut passer la diapo, ouais. Alors pourquoi sommes-nous aussi loin des objectifs? De nombreuses études ont évalué les freins à la réalisation de dépistage. Concernant les patients, certains motifs reviennent systématiquement dans les études, comme la négligence, là on peut passer les diapos, le manque de connaissances sur la maladie et sur les dépistages, la peur du résultat positif ou la pénibilité de réalisation du test. La qualité de la relation médecin-malade est également régulièrement identifiée dans les études comme un déterminant essentiel de l'observance thérapeutique. Concernant les médecins, ceux-ci rapportent souvent un manque de temps en consultation, avec des patients qui viennent régulièrement pour plusieurs motifs, et la difficulté d'intégrer de façon systématique un temps de discussion autour du dépistage. Ils évoquent aussi la difficulté de parler de prévention avec les patients qui ont déjà de nombreuses comorbidités avec des pathologies lourdes. Plusieurs études ont évalué l'impact d'une relance personnalisée par le médecin traitant pour le dépistage du cancer colorectal. Une alerte ciblée vers le praticien peut augmenter la participation absolue au dépistage de 2 à 6% selon une étude réalisée sur la côte ouest française. Une thèse réalisée à Besançon retrouve une augmentation du taux de plus de 50%. En revanche, ce résultat n'est pas significatif dans une autre étude réalisée dans le Val d'Oise, mais montre une tendance qui justifie des recherches complémentaires.
De plus, certaines études montrent qu'il existe parmi les médecins généralistes une attente de création d'alertes adaptées et rapides d'utilisation pour les procédures de dépistage afin de pallier les oublis humains. Ainsi, l'objectif de notre étude est de documenter l'impact sur les taux de dépistage de la relance par le médecin traitant des patients que nous nommerons réfractaires au dépistage, car n'ayant pas participé malgré une ou plusieurs invitations. Les objectifs secondaires, on peut passer les diapos, sont de caractériser les patients réfractaires aux 3 programmes de dépistage organisés, de documenter les raisons de leur retard de participation, d'évaluer la fiabilité du signalement de la CPAM auprès des médecins traitants et de vérifier la bonne réception des courriers de relance adressés par la CPAM aux patients. Pour répondre à ces objectifs, nous avons mené une étude quantitative, prospective, observationnelle et multicentrique portant sur les patients éligibles à l'un des 3 programmes de dépistage organisés et non à jour dans 3 cabinets de médecins traitants. Les critères d'inclusion étaient les patients âgés de 18 ans et plus, affiliés à un régime de l'assurance maladie et notifiés par la CPAM comme non à jour d'au moins l'un des programmes de dépistage. Les critères de non-inclusion étaient les patients majeurs faisant l'objet d'une mesure de protection légale et les patients s'opposant à l'utilisation de leurs données. Les inclusions se sont déroulées du 11 janvier au 30 octobre 2025 parmi les patientèles de 3 médecins traitants de 3 communes différentes. L'alerte a été créée au début de l'étude de manière individuelle pour chaque patient présent dans les listes de la CPAM par une secrétaire. Les logiciels utilisés pour l'étude étaient Docteur Santé et EasyCare, et les patients ont été inclus lors d'une consultation à leur initiative, pour tout motif confondu. Lors de l'ouverture du dossier, le médecin traitant est informé par l'alerte lorsque le patient est identifié comme non à jour. Ainsi, une relance sur le ou les dépistages concernés a été faite. Concernant le recueil des données, celui-ci se partage en 2 parties. Le recueil des données brutes des consultations, avec la date de consultation, l'âge, le sexe du patient, le ou les dépistages concernés et la raison du retard de participation. Et le recueil des données concernant les examens réalisés, qui a été fait jusqu'au 31 janvier 2026. Pour les programmes de dépistage des cancers colorectal et du sein, les résultats nous ont été transmis par le CRCDC. Pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, malgré des travaux en cours de l'INCa pour tenter de créer un collecteur national des données, à ce jour, le CRCDC ne reçoit pas les résultats des examens de façon exhaustive. Afin de récupérer ces résultats, nous avons contacté les patientes par appel téléphonique. Les analyses statistiques sont majoritairement de type descriptive et les analyses bivariées ont été confiées à une attachée de recherche clinique. À propos des résultats, donc, au début de l'étude, 1083 patients n'étaient pas à jour d'au moins un de leurs dépistages selon les listings CPAM. 441 patients ont consulté et ont été relancés, soit 40,7% des patients. On peut passer la diapo. Un seul a refusé de participer à l'étude. Au total, 440 patients ont été inclus. Parmi les patients inclus, on peut passer la diapo. En sachant que certains patients n'étaient pas à jour pour plusieurs dépistages, nous avons relancé 299 patients pour le dépistage du cancer colorectal, 138 pour le cancer du sein et 128 pour le cancer du col. Afin de savoir si notre échantillon est compatible à la population nationale, nous avons évalué les taux de participation spontanée au dépistage à l'inclusion de notre échantillon. Pour le dépistage du cancer colorectal, 54% des patients de notre échantillon étaient à jour au début de l'étude, contre 30% à l'échelle nationale. On peut passer la diapo. Pour le dépistage du cancer du sein, nous avions 60% de patientes à jour, contre 46% au niveau national. On peut passer. Et enfin, pour le dépistage du cancer du col, 59% des patientes étaient spontanément à jour en début d'étude, contre un taux de participation de 60% au niveau national. Ainsi, nous avons un taux de participation sur la diapo d'avant. Nous avons un taux de participation spontanée au dépistage dans notre échantillon, plus important pour les cancers colorectal et du sein. En revanche, notre échantillon est comparable en termes de participation à la population nationale pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. On peut passer la diapo. Concernant les taux de réalisation des dépistages après la relance par les médecins traitants, en début d'étude, nous avions au total 1439 dépistages non à jour. Des relances ont été faites pour 565 d'entre elles, qui correspondent aux patients s'étant présentés en consultation. Certaines relances ont été faites par erreur, les patients avaient déjà réalisé leur dépistage. Donc au total, sur les 384 relances fondées, 40,1% ont mené à la réalisation des examens dans les mois qui ont suivi la consultation.
Dans la littérature, les résultats sont généralement exprimés en termes d'impact sur les taux de participation. Je vais donc vous présenter à travers ce tableau l'effet observé dans notre étude sur la participation au dépistage. Pour le cancer colorectal, la participation passe de 54,3% en début d'étude à 60,8% en fin d'étude, soit un différentiel du taux de dépistage de 6,5% en 12 mois. Pour le dépistage du cancer du sein, nous observons un différentiel de 3,9%, passant d'une participation de 60 à 63,9%. Enfin, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, le taux de réalisation du frottis, qui était de 58,5% en début d'étude, est passé à 63,6%, soit un différentiel de 5,1% de la participation. Concernant les erreurs de relance, on peut passer la diapo, elles ont été classées en deux catégories. Soit dues à notre alerte, celle-ci ayant été créée à un instant T en début d'étude, elle n'a pas été mise à jour régulièrement. Soit due à une erreur dans les listes de la CPAM. Pour le cancer colorectal, sur 299 relances, nous avions 61 erreurs, dont 45 erreurs de listing et 16 erreurs liées à notre alerte. Ces erreurs de listing représentent, on peut passer la diapo, 15% des patients des listes de l'assurance maladie. Et elles sont majoritairement dues à des patients suivis dans le cadre du dépistage individuel. Nous pouvons noter que nous n'avons pas trouvé d'explication pour seulement 2% des patients qui étaient à jour de leur dépistage et pourtant notifiés comme non à jour. Pour les cancers du sein et du col, nous avions des données manquantes concernant la date de réalisation des examens. De ce fait, nous n'avons pas pu déterminer pour ces patientes s'il s'agissait d'une erreur de listing ou d'une erreur d'alerte. Pour le sein, sur 138 relances, 55 étaient des erreurs, dont 39 erreurs de listing. On peut passer la diapo. Ces erreurs représentent 28% des listes de la CPAM et sont majoritairement des erreurs avérées. 15% des patientes avaient réalisé leur mammographie depuis plusieurs mois et étaient pourtant listées comme non à jour. On peut passer les diapos. Enfin, pour le cancer du col, sur 65 erreurs parmi les 128 relances, nous avons relevé 58 erreurs de listing. Ces erreurs étaient des erreurs avérées dans la majorité des cas. On peut passer les diapos. Et sur le total des listes CPM des patientes non à jour de leur frottis en début d'étude, les erreurs de listing concernent 45% des patientes. On peut passer la diapo. Concernant les relances fondées, pour le cancer colorectal, sur les 299 relances, comme nous avons vu, il y avait des erreurs, et donc 238 relances étaient fondées. 45,8% de ces patients ont réalisé leur examen dans les suites. Parmi ces relances fondées, on peut passer la diapo, 109 patients étaient des hommes et 129 des femmes. Ce schéma montre l'évolution des effectifs des patients non à jour de leur dépistage au début de l'étude en bleu foncé et de ceux ayant finalement réalisé le test après la relance en bleu clair, en fonction du sexe. La diapo d'avant encore. Nous pouvons noter qu'il n'y a pas de sexe qui se démarque dans notre échantillon de façon franche sur l'assiduité à réaliser les dépistages après la relance. On peut passer à la diapo d'après. Concernant l'âge des patients, nous avions un nombre de patients non à jour dans chaque tranche d'âge assez équilibré au début de l'étude. Le différentiel avant-après étude est le plus marqué dans la tranche d'âge 55-59 ans, on peut passer la diapo, où seulement 33% des patients ont réalisé leur test après la relance. Nous pouvons noter également qu'au-delà de 60 ans, plus de 50% des relances ont mené à la réalisation du test. Les motifs de retard au dépistage étaient variés et concordants avec ce que l'on retrouve dans la littérature. La grande majorité, 66,7% des patients, étaient négligents. Parmi les autres motifs, nous avions 9% des patients qui refusaient catégoriquement de réaliser le test. On peut passer les diapos. Et autant qui n'avaient pas été relancés par la CPAM et qui pensaient être à jour. On peut passer la diapo. Sur le total des données exploitables concernant la réception des invitations, 12% des patients déclarent ne pas recevoir de courrier pour le dépistage du cancer colorectal. Nous avons comparé le nombre de tests réalisés en fonction du motif de retard initial. Quasiment 50% des patients négligents ont réalisé leur dépistage. Il est également intéressant de noter, on peut passer la diapo, qu'un quart des patients qui refusaient catégoriquement de réaliser le test et que 3 patients sur les 10
qui s'estimaient en bonne santé et donc non concernés par le dépistage, ont été convaincus par les arguments de leur médecin et ont finalement réalisé l'examen. On peut passer les diapos. Parmi les 109 tests réalisés à la suite de la relance, 5 tests sont revenus positifs. Les 5 patients ont effectué une coloscopie, dont 2 étaient normales, et de multiples polypes ont été retirés lors des 3 autres. Concernant le cancer du sein, sur les 138 relances, 83 étaient fondées et 30,1% des patientes ont réalisé leur mammographie. L'analyse des données, on peut passer la diapo, concernant l'âge des patientes, montre que le groupe ayant le moins réalisé de tests est à nouveau la tranche d'âge 55-59 ans, où seulement 27% des patientes ont réalisé la mammographie. Concernant les motifs de retard de participation, la négligence est à nouveau majoritaire avec 43,1% des retards et 17,2% des patientes n'avaient pas été relancées par la CPAM et pensaient être à jour. Au total, on peut passer la diapo, 14% des patientes déclarent ne pas recevoir le courrier de relance pour le dépistage du cancer du sein. En fin d'étude, comme pour le dépistage du cancer colorectal, environ 50% des patientes négligentes ont réalisé leur mammographie. En revanche, parmi les patientes qui refusaient catégoriquement l'examen, aucune n'a changé d'avis. On peut passer la diapo. Enfin, concernant les résultats des examens, 3 mammographies sur les 25 ont révélé une image suspecte, 2 biopsies étaient normales et une patiente repousse la réalisation de sa biopsie. Enfin, pour le dépistage du cancer du col de l'utérus, sur les 128 relances, 63 étaient fondées et 31,8% des relances ont mené à la réalisation du dépistage. Concernant l'âge des patientes, on peut passer la diapo, les patientes non à jour en début d'étude étaient majoritairement âgées de 50 ans et plus, ce groupe correspondant également à celui s'étant le plus présenté en consultation. La p-value estimée à 0,18 indique l'absence de différence statistiquement significative de participation au dépistage entre les patientes de moins de 50 ans et celles âgées de 50 ans et plus. On peut passer les diapos. Comme pour les autres dépistages, le motif de retard le plus souvent mis en avant était la négligence, qui représente 50,9% des retards, et quasiment un quart des patientes avaient déjà un rendez-vous de prévu chez leur gynécologue. 20% des patientes nous ont déclaré ne pas recevoir les courriers d'invitation. Après la relance, 22% des patientes négligentes ont réalisé leur dépistage, tout comme 75% des patientes qui avaient un rendez-vous de prévu. En revanche, concernant les patientes qui refusaient l'examen gynécologique ou le test et celles qui redoutaient les résultats, aucune n'a changé d'avis après la relance. Concernant les résultats des examens, un test est revenu positif avec un HPV oncogène. Le frottis de contrôle était rassurant. Cette étude présente plusieurs forces, notamment le fait qu'elle traite d'un enjeu majeur de santé publique et qu'elle s'intéresse aux 3 dépistages. Elle s'est déroulée sur une période d'1 an, ce qui renforce sa validité interne. Celle-ci est également consolidée par le fait que nous avons inclus et donc relancé 440 patients, soit 40,7% des patients réfractaires, ce qui démontre l'efficacité d'un système d'alerte. Le taux de participation au dépistage de 40,1% prouve une bonne acceptabilité des patients à la relance. Les motifs de retard au dépistage ainsi que les taux de participation après la relance sont concordants avec les résultats de la littérature, ce qui renforce la validité externe de l'étude. Et enfin, l'étude s'appuie sur les listings exhaustifs de la CPAM, sur le réseau de la CPTS ainsi que sur l'expertise du CRCDC, ce qui contribue à renforcer la validité interne de nos résultats. Elle présente néanmoins plusieurs limites, notamment liées à des biais de sélection. Tout d'abord, un biais de recrutement est très probable dans la mesure où seuls les patients s'étant présentés en consultation ont été relancés. Un biais d'échantillonnage doit être pris en compte. La population étudiée ne semble pas entièrement représentative de la population nationale et régionale, avec des taux de participation spontanée au dépistage plus élevés. De plus, les patientèles des 3 médecins traitants sont issus d'un environnement semi-rural, ce qui limite la généralisation des résultats à plus grande échelle. Une autre limite importante de notre étude réside dans le fait que l'alerte n'a pas été régulièrement mise à jour, ce qui a généré des erreurs de relance. Enfin, un biais de désirabilité sociale peut être envisagé. Le fait d'être inclus dans l'étude a pu majorer la participation au dépistage. Ce biais peut également influencer les motifs de retard déclarés. Certains jugés plus acceptables, tels que l'oubli, le manque de temps ou le rendez-vous de prévu,
ont pu être surestimés au détriment de motifs moins socialement valorisés comme le refus catégorique. Par ailleurs, les résultats montrent que parmi les patientes ayant déclaré avoir un rendez-vous de prévu, le taux de participation au dépistage n'atteint pas 100% à la fin de l'étude, suggérant un décalage entre les intentions déclarées et les comportements effectifs. La mise en place de l'alerte constituant la seule modification apportée aux pratiques des médecins traitants, il est raisonnable de supposer que celle-ci a contribué à la diminution du nombre de patients non à jour de leur dépistage. Parmi les 3 études citées précédemment, nos résultats sont comparables à ceux de l'étude réalisée sur la côte ouest, qui retrouvait une augmentation absolue de la participation au dépistage du cancer colorectal de 2 à 6%. Dans notre étude, 40% des patients non à jour ont réalisé le dépistage, ce qui a conduit à une augmentation de la participation de 6,5% pour ce même cancer. Pour les cancers du sein et du col, nous retrouvons respectivement une augmentation de 4 et de 5%. Les motifs de retard de participation au dépistage de notre étude sont comparables à ceux décrits dans la littérature. Et dans notre étude, une patiente présentant une lésion classée ACR4B à la mammographie repousse la réalisation de sa biopsie. Cette situation montre l'importance de vérifier si les patients initialement réticents vont effectivement jusqu'au bout du parcours diagnostique ou s'ils persistent dans leur réticence. En conclusion, cette étude met en évidence l'impact positif de l'alerte sur les taux de participation, ce qui confirme que l'implication des médecins généralistes est un levier essentiel pour améliorer l'efficacité des stratégies de dépistage. Elle nous a également permis d'analyser les listings de la CPAM qui sont globalement pertinents mais perfectibles, notamment pour le dépistage du cancer du col, dans l'objectif de permettre le déclenchement d'alertes basées sur ces données. Une autonomisation de ces alertes dans les logiciels médicaux à partir des listings de la CPAM permettrait un gain de temps et d'argent considérable et contribuerait à améliorer les taux de participation au dépistage. Le développement d'un système d'alerte personnalisable qui permettrait de définir celle-ci uniquement à l'échéance pertinente contribuerait également à limiter la surcharge d'alerte, bien décrite dans la littérature comme un facteur de désensibilisation des praticiens. Concernant les listings, une méthode de déclaration des dépistages individuels simplifiée semblerait être un moyen de rendre ces listings encore plus fiables. Par ailleurs, nous avons contacté la CPAM par mail afin de comprendre les taux d'erreur avérés des listes, notamment pour les cancers du sein et du col. Notre demande a été transmise aux services de prévention qui ne nous ont pas encore recontactés à ce jour. Le territoire couvert par une CPTS apparaît comme un cadre pertinent pour mener des études complémentaires de plus grande envergure, d'autant plus que celles-ci peuvent amoindrir le coût non négligeable de cet acte de prévention. Enfin, des travaux complémentaires apparaissent nécessaires afin de confirmer ces résultats. Une étude en double aveugle menée sur une population plus importante et ou sur une durée de suivi prolongée permettrait d'en renforcer la validité. Et par ailleurs, l'évaluation de stratégies de relance personnalisée des patients, notamment par courrier électronique, pourrait constituer une piste intéressante afin d'améliorer les taux de participation et de toucher l'ensemble de la population cible, y compris les patients ne consultant pas régulièrement. Merci de votre attention. Alors, si vous avez des questions. Merci pour ce commentaire. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'étude ou pas? Oui, c'est ma thèse. Je l'ai soutenue en mai déjà.
refonte du ROSP va changer les modalités de prévention. Alors ça, je ne suis pas trop au courant, moi. J'ai pas trop compris par rapport à la liste des patients non à jour. Ça va changer, c'est ça? Je suis pas trop au courant là de la refonte du ROSP, s'il y a des changements. Et après, si le dispositif va pouvoir se généraliser, justement, alors le but de l'étude là, c'était de faire une étude entre guillemets sur 3 médecins pour justement faire une nouvelle étude sur de plus grande envergure sur plus de médecins. Là, l'idée, c'était vraiment de voir si c'était faisable et si c'était bien accepté par les médecins. Et visiblement, ça a été très bien accepté par les 3 médecins qui ont participé. Et les résultats sont plutôt prometteurs. Donc, probablement qu'il y aura une autre étude par la suite de plus grande envergure. C'est la CPTS qui a lancé le sujet. Qui a lancé l'étude, pardon. Et nouvelle version cette année. D'accord. Ok. Et merci Stéphanie et Nathalie pour vos messages. En tout cas, grâce à vous, j'ai pu avoir des bons résultats pour ma thèse. Et comment faire pour ceux qui sont réfractaires et le reste puissent réfléchir à pourquoi leur résistance, leur peur. Oui, bah ça, c'est toujours le problème des patients qui n'ont pas envie de faire les dépistages. Après, la grosse majorité, on voit que dans l'étude quand même que 50%, c'est plus de la négligence et surtout lié au fait qu'ils ne prennent pas le temps de le faire. Et je pense que c'est sur ces chiffres-là qu'on peut vraiment avoir un gros impact. Et après, comme je disais dans la thèse, ceux qui sont vraiment réfractaires, nous on a une patiente du coup qui avait une mammographie positive, comme j'ai expliqué dans la thèse, et qui a refusé de faire sa biopsie. Donc la question se pose de l'intérêt au final de les relancer si vraiment ils sont réfractaires et qu'ils n'ont pas envie d'aller au bout du dépistage. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. Ah. Ouais, bah, s'il n'y a plus de questions, on va clôturer. À bientôt pour une plus grande étude alors. Merci à tous. Au revoir.